Il y a toujours ce petit flottement de début de balado où on laisse les gens s'imprégner de notre tasse rouge à une tasse de tech. Ça, Pascal, ça fait pas qu'à midi, c'est rendu plus l'heure. Peut-être qu'on devrait appeler ça l'heure de tech ou c'est l'heure du lunch. Je ne sais trop. Moi, Nous sommes j'attends en ton direct. cue. Je sais jamais quand est-ce que je te vois. Je te vois regarder attentif. Alors, je sais jamais si je peux commencer à dire quelque chose. Il y a pas de signal clair sur. Parce qu'on comme on diffuse, on fait la version directe sur Facebook avec l'outil de Facebook, on est un peu à la merci de cette plateforme, n'est-ce pas, qui n'est pas super claire sur ces choses-là. Mais c'est bien, bel et bien, une tasse de tech édition je veux dire de la semaine du 14 octobre, parce que ça a quand même une vie hebdomadaire, cette sacrée balado que nous faisons, Pascal Forget et moi-même, Alain McKenna. Salut Pascal! Bonjour Alain, comment vas-tu? Je vais très bien, toi-même. Toujours un plaisir de te voir. Je suis un peu grippounet, Oh un non! peu enrhumé et c'est très étrange parce que malgré toutes les mesures contre la COVID, on réussit quand même à avoir le rhume. Et oui, je viens d'avoir mes résultats, ce n'est pas la COVID, C'est mais important. on s'inquiète beaucoup. J'avoue avoir eu beaucoup d'angoisse quand j'ai vu que j'ai commencé à avoir la voix enrouée, mal à la gorge, écoulement nasal, naso. On est rendu, ben, c'est un nez, à moins que tu aies plus qu'un nez, là, c'est vraiment à toi de voir. Ben, j'ai eu Euh, des écoulements. Ah, d'accord, d'accord. Ben écoute, C'est une- c'est vraiment peut-être trop d'informations, si tu veux mon avis. Je peux le justifier de plein de façons, mais c'est probablement pas la bonne. C'est C'est très bon. drôle de parler d'écoulement nasaux, Voilà. écoulement On va parler nasal. de choses autrement plus macro cette semaine, macroéconomique, macrocosmique. Je peux te dire ça, ça fait un peu intense. On va aller dans l'espace un petit peu. On va parler Mhm. avec le responsable d'un projet qui s'appelle TELUS Agriculture, qui est je ne sais pas comment dire ça, c'est vraiment une division chez TELUS qui se spécialise dans les applications pour le secteur agricole. Il y a vraiment, dans le sans-fil, là, il y a vraiment des niches comme ça qui commencent à se développer. Et on avait la chance d'avoir un lien, en tout cas une entrée chez TELUS. On en a profité. On va en parler avec lui tout à l'heure. On va aussi parler plus tard. Et là, je me tasse un peu parce que je veux vous montrer mon bras. Regardez ça si c'est drôle. Floup! De Oh, celle-là, qui est en plein mode alerte, et de celle-là qui était la précédente. Ça, c'est l'Apple Watch Série 7. Donc, on compare à la série 6. La série 7 est mise en marché cette semaine par Apple. C'est, qu'on le veuille ou non, la montre connectée qui domine dans son créneau. C'est un hmm. appareil qui connaît son. Écoute, c'est 8 milliards de dollars de ventes par trimestre à peu près. Là. J'ai inclus les AirPods parce qu'ils patentent tout ça dans la même division chez Apple. Mais quand même, c'est une grosse business, l'Apple Watch. Donc, on va pouvoir en parler. Et comme nous sommes les premiers sur l'affaire, nous avons une petite primeur sur l'information. Donc, on pourra en parler plus en détail dans un instant. Mais avant ça, avant tout, Pascal, parle-nous de nos commanditaires un peu. Écoute, nos partenaires. Moi, je me Nos préfère partenaires. partenaires parce que sans eux, le podcast ne serait pas possible. On D'accord. a la compagnie Edica et les machines à café Jura qui sont notre partenaire. C'est une tasse de tech. On veut du bon café dedans. Et je suis assez émerveillé. On a la machine Jura E8 qui est le tout nouveau modèle de Jura qui est entièrement automatique. Grain de café du grain de café à la tasse de café, c'est un seul bouton avec un affichage intelligent qui affiche vos boissons préférées qu'on peut personnaliser à son goût, la quantité de lait, d'eau et de café, évidemment. Le nettoyage est super facile. Je le fais régulièrement. La machine reste impeccable pendant des années et c'est vraiment agréable parce qu'il y a une petite chute pour mettre son café en poudre si on le désire pour, par exemple, un café différent ou son petit décaféiné de l'après-midi. Donc, Jura, les machines à café automatiques Jura, un vrai plaisir pour l'amateur de café et sont distribués chez Edica si vous avez l'occasion d'aller faire l'expérience de leur salle de montre. C'est magnifique. Mhm. On a aussi comme partenaire TELUS, le Santec, l'incubateur. Je ne sais pas comment faire un lien entre ça. C'est comme le café latte de l'incubation des nouvelles technologies, n'est-ce pas? C'est Euh, le flat white qui est à la mode en ce le moment. flat white des incubateurs technologiques à Montréal, affilié à l'ETS, donc le Santec qu'on salue et qu'on remercie aussi. Et GoDaddy, qui est un autre partenaire de la balado, une tasse de tech. Euh, Grosse semaine à l'horizon. Hein. Là, évidemment, on fait le bilan dans l'actualité qui s'en vient de ce qui s'est passé, mais ce qui s'en vient, c'est quand même assez gros. La semaine prochaine, Apple, Google, Samsung, Huawei. Ouf! Juste le dire, c'est Ça va être suffisant.
juste avant les fêtes, on va recevoir beaucoup de nouveautés, nouveaux téléphones de Samsung, nouveaux téléphones de Google dont tu vas parler, Apple qui va présenter probablement des laptops, des nouveaux ordinateurs avec une mise à jour de leur processeur M1. Bien hâte de voir ça. Probablement les versions professionnelles, des nouveaux AirPods aussi, ceux qui veulent des beaux cadeaux pour Noël qui s'en Oui, c'est viennent la du saison des côté fêtes qui d'Apple. commence, tu as bien raison. Et Euh, Google, j'ai bien hâte de voir. ben, d'ailleurs, on va en parler en actualité, mais juste avant, juste rappeler que les actualités d'une tasse de tech sont présentées par InfoBref, l'infolette qui vous informe en quelques minutes à peine de tout que vous devez savoir dans la journée, matin et soir. Visitez infobref.com pour vous abonner. C'est gratuit. Euh, et c'est intéressant. Et c'est une infolette quand même de bonne qualité. Parlant d'actualité, parlant de téléphone, parlant de choses qui s'en viennent, on en sait déjà pas mal, beaucoup sur l'annonce que va faire Google mardi prochain, là, le fameux Pixel 6 et son grand frère, le Pixel 6 Pro. J'ai hâte de voir, bien évidemment, c'est comme le truc chez Google, c'est la photo. J'ai hâte de voir à quel point cet appareil-là révolutionne la photographie mobile. Semble-t-il que Google va se réaligner dans un créneau plus haut de gamme, ce qui va lui permettre de vendre un téléphone plus cher. Le Pixel était né du Nexus, qui était à l'époque l'appareil destiné aux développeurs, qui était plus une machine de performance pas très haut de gamme, mais là, on se réoriente parce qu'on n'en vend pas beaucoup. Donc, on va en vendre pas beaucoup dans un créneau où moins en vendre, c'est pas super grave. J'ai hâte de voir, il y a des rumeurs à l'effet qu'il y aurait des nouveaux Pixel Buds, des nouveaux écouteurs. Et il y aurait aussi, peut-être, et là, évidemment, ça reste très spéculatif, un téléphone pliant. Rumeurs, spéculation. J'arrête Honnêtement, ça là. je ne mettrai pas de sous. Je mettrai pas de sous sur le téléphone pliant. Moi Mais on non va plus. peut-être le montrer pour un prochain, peut-être un truc à venir dans les 6 prochains mois, dans l'année prochaine, ainsi de suite. Mais le point de vente, je pense, du Pixel 6 et du 6 Pro, ça va être le processeur conçu par Google. Tensor, le processeur Tensor AI qui est conçu exactement, qui est supposé apprendre de l'utilisation qu'on en fait, donc qui devrait évoluer différemment d'un téléphone à l'autre selon ce qu'on en fait. C'est assez ambitieux comme argumentaire, là. Je ne sais pas si effectivement ça va changer quoi que ce soit dans la façon dont le téléphone évolue. L'idée, je pense, chez Google, c'est d'offrir un téléphone qui va durer plus que 3 ans parce ils veulent dire justement la performance, ça garantit une performance sur le long terme qui va toujours être parmi les meilleurs. Donc, il va toujours être un petit peu plus rapide que, qu'on le veuille ou non, les téléphones Android vieillissent quand même assez vite là, avec les mises à jour de l'OS d'Android et souvent aussi je ne sais pas s'il y a quelque chose dans la gestion des applications installées, mais il y a toujours, après un certain nombre d'années, un petit ralentissement dans la réaction, l'ouverture des applications, ces choses-là. Donc, ça va être intéressant à suivre. Puis, effectivement, il va y avoir un mode photo plus évolué aussi qui va promettre d'être pas mal le fun. Et puis, j'aime beaucoup aussi les rumeurs, quand tu parlais de la durabilité, qu'on pourrait aller jusqu'à 5 ans de mise à jour garantie versus 3 en ce moment. Ça pourrait changer la donne et peut-être un peu... c'est la tendance en ce moment pour faire durer ces appareils. Le fait que Apple va jusqu'à 6 ans dans le cas des iPhones, les supporter avec les dernières versions du logiciel. Si Google peut aller dans le même esprit, ce serait vraiment fantastique. Ça pourrait donner l'envie aux autres manufacturiers de faire la même chose. Entre autres, le Fairphone veut garantir 5 ans. OnePlus va, je pense, dans les 3 ans et compagnie. Donc, si on s'enligne vers 5-6 ans, qui sait, on pourrait peut-être se servir de son téléphone pendant 10 ans, dis dans quelques années. Ben, on pourrait, c'est juste que. On veut pas. Il faut tout ce qu'il faut aux Américains pour nous rendre ça moins intéressant, c'est certain. Il faut qu'ils vendent ils en vendent des centaines de millions par année. Ça ne veut pas dire qu'il faut les acheter. Je dis ça à la personne qui m'envoie des emails à chaque fois que je parle de trucs, qui dit ben là, ça va faire. Là. Comme, achète-le pas, man, on n'arrête pas de vous le dire, en tout cas. Cela dit, pour ceux qui aiment vivre des expériences uniques et aller là où l'humain n'est jamais allé, il y en a un chanceux. Mais je ne sais pas si on peut dire chanceux. En tout cas, il y a un influenceur grand format, plus grand que nature, qui a eu l'occasion de vivre quelques minutes d'apesanteur. William Shatner, alias le capitaine. En fait, je ne sais plus, là, c'est le capitaine Kirk. Il était amiral pendant un bout de temps. Oui, ben c'est ça. Au début, c'était le Où dans la hiérarchie? capitaine. Moi, je ne le sais plus. Là. Je ne suis pas un grand Puis au précis, là, fil, mais. En tout cas, il est allé dans l'espace. Ça, c'est quelque chose. 110 km dans les airs. C'est fou. C'est ce que tu irais, toi, Pascal? moi, demain matin. Demain matin, tant qu'à exploser, autant exploser de belle façon dans les airs.
C'est quand même fascinant que c'est un vol qui dure une dizaine de minutes. On a 3 minutes d'apesanteur et 4 personnes à l'intérieur du vol. Moi, le truc que j'ai trouvé très drôle, c'est que William Shatner a révélé que tu peux apporter une petite pochette avec des objets personnels que tu peux évidemment offrir en disant Hey, ces petits objets sont allés dans l'espace. Ah bon? Il ne peut pas les revendre cependant. On signe une entente comme quoi on ne peut pas revendre les objets qu'on amène dans l'espace. C'est une drôle de politique. Ça permettrait, ça évite peut-être que des gens en profitent pour financer leur voyage avec des drôles de trucs qui iraient dans l'espace. Mais je trouvais ça amusant là, qu'on puisse recevoir en cadeau un petit objet, mais qu'on ne puisse pas le revendre explicitement dans l'entente pour voler. Et ça en fait l'astronaute le plus vieux à 90 ans. 90 ans. Oui, ça, c'est spectaculaire. Ça, c'est la partie 90 intéressante ans. de faire. Cet homme-là est en forme. Acteur canadien, doit-on spécifier. Donc, il y a quand même. On est en santé vieux au Canada. Je pense que c'est une bonne. Je vais dire un truc, parce qu'on l'a vu dans la petite vidéo, pour ceux qui nous regardent en version vidéo. On voit la courbe de la Terre légèrement courbée. Évidemment, les théoristes de la Terre plate vont être déçus. Mais si je me fie à cette courbe-là, je pense que la Terre a la forme de ballon de football. Donc, moi, je parle de la théorie du ballon de football. La Terre n'est peut-être pas aussi ronde qu'on le pense. Je vais comme Voilà. ça. Moi, la science, c'est comme ça que j'apprends. Je l'apprends vu comme ça. Même si c'est une vision très incomplète de ce que la Terre peut avoir l'air de. Écoute, c'est très drôle parce qu'il y a une fuite de données qui a dévoilé que Facebook avait une liste de VIP qui pouvait dire ce qu'ils voulaient sans être embêtés rapidement au lieu d'être filtrés automatiquement. Voilà. Alors peut-être, C'est Alain, nous. si tu avais été dans la liste de VIP, tu aurais pu dire la Terre a la forme de ballon de football. C'est de la désinformation flagrante. Mais si tu avais été sur la liste cross-check de Facebook, C'est X-check, oui, c'est ça, exact. Tu as raison, ouais, c'est vrai. ouais. Tu n'aurais On pas n'en parle été pas beaucoup de embêté. ça, mais c'est vrai que c'est une façon de dire des choses, dire qu'on est une source fiable. Mais croyez-nous, à une tasse de tech, tout est toujours absolument vrai, on le sait. Pas pourquoi on dirait des choses Sauf qui nos sont pas vraies. spéculations douteuses. Ça, c'est des fois, on spécule et la spéculation rend sourd. Ça, On c'est aime ça rigoler. inconnu. On aime ça aussi dire des choses sérieuses, comme par exemple, je vous invite à aller visiter ce site web. Ce climat n'existe pas. C'est le nom du site web. Ça vient d'être lancé ce jeudi, mis en ligne, entre autres, par les gens de l'Université de Montréal associés à l'intelligence artificielle. C'est un site web sur lequel vous pouvez aller entrer votre code postal ou une adresse qui vous est chère à Montréal ou ailleurs dans le monde et qui va simuler ce qui va arriver si on ne fait rien contre les changements climatiques. Donc, si on baisse les bras par rapport au volume d'émissions polluantes qu'on génère sur une base annuelle, ça utilise des images qui viennent évidemment des plateformes de géolocalisation de vrais bâtiments. Là, j'ai sur la vidéo que je suis en train de chercher un endroit qu'on connaît bien à Montréal et je suis tombé, si je me Montre rappelle bien, sur devant la chez place moi. d'Armes. Montre devant Pardon? chez moi, Alain. Révèle où je reste. Ben, c'est un petit peu ça. Là. On veut faire une démonstration sans montrer notre maison personnelle, mais ça crée une simulation, c'est-à-dire qu'ils utilisent des outils d'intelligence artificielle pour reproduire ce qui arrive avec la crue des eaux. D'ici 2100, ils pourraient avoir le niveau des mers pourrait monter de 2 mètres, ce qui est quand même, en termes de connaissance ou d'expertise océanographique, c'est beaucoup 2 mètres. Ça a l'air de rien. Tu dis, oh, c'est pas plus haut que moi, mais non, c'est beaucoup parce que c'est pas juste, ça entraîne un paquet de changements au niveau des vagues, des marées, des paquets d'affaires. Il y a aussi possibilité de voir ce que ça va avoir l'air avec la qualité de l'air, avec une augmentation du nombre de feux de forêt. Donc, on l'a vécu cet été beaucoup. Et avec la chaleur, un autre truc qu'on a vu beaucoup cet été aussi, c'est cette espèce de smog présent au-delà du centre-ville de Montréal. On le sait, les grandes villes sont victimes de smog depuis des années, mais c'est de plus en plus grand, de plus en plus apparent. Et la bonne nouvelle, c'est que le site en question, ce climat n'existe pas, propose des pistes de solutions aussi ensuite pour quoi faire, à qui parler, comment minimiser son impact. Il est minuit moins une dans le monde magique de la lutte climatique, là, parce qu'il faut, à ce stade-ci, éviter d'aller au-delà de 1,5 degré Celsius de hausse du climat en moyenne, et on est à peu près à ça d'y arriver. C'est-à-dire qu'on est à ça de dépasser ce seuil-là qui est très critique. Donc, il faut vraiment agir et agir rapidement. Et contrairement à ce que bien des gens pensent, ce n'est pas la faute des autres tout le temps. Il faut que nous aussi, on agisse individuellement et collectivement. Donc, il faut faire ça vite. Et moi, je vais lancer une pointe. C'est les élections municipales qui s'en viennent dans 3 semaines, le 7 novembre. D'ici là, préparez-vous premièrement à aller voter. Les élections municipales, le niveau de gouvernement municipal, c'est là où l'action la plus concrète se prend dans les paliers de gouvernement. Ce n'est pas à Québec, ce n'est pas à Ottawa, c'est dans votre localité. Et demandez à vos élus, à vos candidats, quel est leur plan climatique pour la ville dans laquelle vous restez.
Les municipalités n'ont à peu près aucun plan climatique en ce moment et c'est extrêmement grave parce que c'est là que ça va se régler. Où est-ce qu'on met les parcs? Comment on plante les arbres? Comment on s'assure de réduire l'utilisation de la voiture, surtout en banlieue? Ça commence par le site web dont je viens de parler. Ce climat n'existe pas, mais ça va aussi dans l'action. Contactez vos candidats, demandez aux candidats qui font du porte-à-porte, est-ce que vous avez un plan climatique? La plupart vont vous dire « Ah, bah. Et là, vous leur dites « Non, ça en prend un, sinon je ne vote pas pour vous. » Voilà, c'est mon commentaire éditorial de la semaine. Et si Alain ne vote pas pour vous, vous êtes cuit. Écoute, moi, je suis un grand critique sans être... je suis journaliste, mais pas en politique. Puis il y a une raison à ça, c'est que je serai toujours de mauvaise humeur. Toujours. Fait que ça marche pas. Parlant de meilleures nouvelles, de une choses compagnie de qui peuvent Bromont a peut-être te réussi à faire mettre quelque de chose de bonne fun. humeur. Pardon? Quelque chose qui va peut-être te mettre de bonne humeur. Oui, C'est une belle ben, première qui a eu espérons-le. lieu au Canada, la transplantation d'un poumon qui a été transporté par drone d'un hôpital à l'autre. Il a été transporté de l'hôpital général de Toronto à l'hôpital Toronto Western Hospital. La greffe s'est faite à l'hôpital général de Toronto. Alors, je ne sais pas si le départ et l'arrêt au bon endroit, là, mais grosso modo, le drone est parti du Toronto Western Hospital. Il est arrivé à l'hôpital général de Toronto. C'est un vol de quelques minutes, mais qui laisse planer un futur où on va pouvoir transporter par drone beaucoup plus rapidement qu'en hélicoptère. Peut-être pas plus rapidement qu'en hélicoptère, mais plus efficacement qu'en hélicoptère. On n'a pas besoin de pilote, c'est moins coûteux, c'est plus simple, beaucoup plus rapidement qu'en voiture parce qu'on survole la circulation, on n'a pas de problème, encore une fois, d'un pilote qui doit conduire vers l'hôpital et revenir par la suite. Et les drones, les portées des drones augmentent beaucoup. Et quand on parle de drones, on ne parle pas de petits drones jouets, là. On Non. parle d'un appareil, là, c'est à peu près gros comme un cooler de camping, quelque chose comme ça, un petit frigo, disons. La boîte a été faite pour protéger les organes transplantés, pour les protéger des vibrations, la température et tout. Et ça a été fait avec une technologie québécoise, la Ouais. compagnie de biotechnologie aéronautique. De la biotechnologie aéronautique. Ce n'est pas des avions qui fonctionnent avec des plantes. C'est spécial. Non, c'est le contraire. C'est assez particulier. La compagnie s'appelle Unitaire Bioélectronique, dont le centre de développement est basé à Bromont. L'opération a eu lieu en fin septembre. La greffe a été reçue avec succès, une double transplantation des poumons. Je trouve ça assez fantastique, moindre coût, plus efficace, plus rapide, parce qu'il peut y avoir des drones dans chaque hôpital. Dès qu'un organe est disponible, on l'envoie vers l'hôpital où on a besoin d'un receveur. Et ça peut se relayer comme ça d'une ville à l'autre très, très rapidement, presque entièrement en Amérique du Nord. Là, en quelques heures, on pourrait déplacer un organe très facilement. C'est une belle Avec des première drones. canadienne. Ça se fait partout, des tests comme ça. On n'est pas encore au point où ça se commercialise, mais ça s'en vient. Ça va être intéressant. Touche du bois. Sauver des Exactement. vies grâce à Peut-être la que la 5G technologie. va aider. La 5G qui veut Ben trouver oui. des applications spécifiques par industrie pour faciliter des choses comme celle-là. Parlant de 5G, on va inviter notre invité de la semaine. Pascal, je te laisse présenter le segment. Ben oui. N'oubliez pas qu'une tasse de tech est présentée par GoDaddy.ca. GoDaddy, c'est un moyen facile de créer un site web personnalisé et professionnel pour votre entreprise. Il y a d'ailleurs une petite entreprise qui s'appelle Arium Chocolat. C'est très drôle. Ils ont installé un site web dans leur entreprise grâce à GoDaddy. Depuis la création de leur boutique en ligne, leur vente, leur chiffre d'affaires a augmenté. Tout ça grâce à l'intégration du commerce électronique. C'est très facile avec GoDaddy.ca. C'est WYSIWYG. Les solutions sont proposées pour vous. Essayez GoDaddy.ca si vous avez besoin d'un site web. WYSIWYG, ça me ramène toujours dans le passé. La première fois que j'ai entendu ce mot-là, j'étais « Hein? » Puis effectivement. Et là, après ça, il y avait une annonce, je ne sais pas si tu te rappelles de... Je m'excuse, Hugues, je vais devoir parler d'un concurrent de Bell. Tu sais, c'était Jean-Marc sur sa chaise, le pied levé, qui disait « C'est WYSIWYG, what you see is what you get. » Je suis comme « Hein? » En tout cas, c'est une vieille histoire. Puis c'est une autre What époque, you là, on see is parlait what you de... get. Pardon? What you see is what you get. Je devrais le mentionner, Exact. mais comme on est un balado pour les amateurs de technologie, je me dis la plupart des gens doivent être au courant. C'est grosso modo, vous n'avez pas besoin d'infographistes ou de programmation. Vous glissez les éléments à l'endroit que vous voulez et ça apparaît avec des modèles de façon merveilleuse à chaque fois. C'était bien avant la 5G qui fait partie un peu de la discussion qu'on va avoir avec Hugues Lapointe, qui est, et là je m'excuse Hugues, j'ai le titre responsable de projet senior de TELUS Agriculture. Est-ce que j'ai raison? Oui, c'est en plein ça. Yeah! TELUS Agriculture, je trouve ça fantastique d'apprendre qu'il y a TELUS Agriculture tout d'abord. Oui, absolument, absolument. C'est notre nouvelle division depuis 1 an. TELUS a vu une super opportunité de diversifier ses activités.
Puis TELUS choisit toujours des domaines qui vont être essentiels aux communautés. Donc, c'est pour ça l'agriculture. Puis aussi, ça faisait un excellent lien avec ce que TELUS a fait il y a une quinzaine d'années avec TELUS Santé. Donc, ce que TELUS a fait avec TELUS Santé, c'est d'amener le numérique dans une industrie. On parle de quand même une quinzaine d'années et c'est toujours en développement, bien entendu, aujourd'hui. Puis là, bien, il y avait une super opportunité de le faire en agriculture, en agroalimentaire, comme c'est un domaine qui a un petit recul présentement au niveau de l'adoption de la technologie. Dans la techno agricole, moi, ce que je pense pour avoir étudié ça quelques années, puis j'ai peut-être un petit portrait, c'est il y a beaucoup de robotisation au niveau des fermes, au niveau de la production. Il y a une certaine certain ordre de pensée qu'on pourrait automatiser encore plus avec la 5G, avec les objets connectés dans les champs, entre autres, pour avoir une meilleure idée de comment se comportent les récoltes, des choses comme ça. Mais ça m'apparaît extrêmement niché. Est-ce que c'est là-dedans que vous vous concentrez ou c'est plus large que ça, ce que vous faites? Bien, c'est entre autres que ça, mais c'est beaucoup plus large ce qu'on fait. Donc, oui, d'un point de vue de l'agriculture, parce que TELUS Agriculture, le nom le dit bien, c'est au cœur de notre modèle, mais TELUS Agriculture, c'est beaucoup plus que l'agriculture. En fait, c'est l'ensemble de la chaîne de valeur au niveau de l'alimentation. Donc, c'est vraiment, là, quand on dit là, de la semence à l'assiette, c'est vraiment le champ d'activité dans lequel TELUS va être. Donc, oui, il y a tout l'aspect de la connectivité au niveau des objets, bien entendu, mais ça va beaucoup plus loin que ça parce que ce qu'on veut faire, c'est vraiment de connecter, de s'assurer qu'on partage l'information de tous les points de l'ensemble de la chaîne de valeur. Donc, ça va au-delà simplement de l'agriculture, c'est-à-dire qu'on prend les informations en agriculture, mais on va vouloir les transposer chez nos manufacturiers, puis ultimement chez les détaillants en alimentation, par exemple. Okay. Donc, vous êtes vraiment dans la chaîne d'approvisionnement, plus spécifiquement? Oui, on peut dire qu'on est dans la chaîne d'approvisionnement parce que, évidemment, si on parle de traçabilité, entre autres, bien, on va carrément être dans la chaîne d'approvisionnement. Donc, on va être capable de s'assurer qu'il y a une continuité dans la gestion de l'information et que la traçabilité ne sera pas utilisée en isolation à un ou l'autre des points de la chaîne. Donc, cette information-là va suivre. Ce qu'on pense que est le prochain niveau à atteindre. On est bien conscient que des gens utilisent, dans certains cas, déjà un petit peu de la technologie, mais souvent, ça sert à nos propres intérêts dans notre propre organisation. Là, on veut dépasser ce cadre-là pour que l'information se partage. Quand tu parles de traçabilité, ça me fait penser à un autre truc. On parle beaucoup des poissons dans l'épicerie qui ne sont pas toujours étiquetés de la bonne façon. Est-ce que c'est un des phénomènes que vous pourriez aider à corriger en ayant une bonne traçabilité? Absolument. Il y a des domaines qui sont plus difficiles que d'autres au niveau de la traçabilité, mais oui, c'est exactement un bon exemple d'être capable de remonter à la source pour savoir bien, dans quelles conditions l'aliment ou l'animal a été élevé ou a été produit et d'être capable exactement de savoir d'où ça provient, mais encore là, vraiment de la ferme à l'assiette. Donc, le consommateur, ultimement, aurait accès à ces informations-là. Donc, c'est ça qui serait les grandes avancées. De toute façon, de plus en plus, les instances poussent tous les organismes à être plus vigilants et à apporter beaucoup d'informations sur la provenance des aliments, mais le consommateur lui-même l'exige de plus en plus. Donc, c'est un petit peu un passage obligé pour l'industrie au grand complet. Puis nous, on va être un facilitateur de ça. Oui. Il y a Pascal? Est-ce que ça veut dire qu'on va aller améliorer aussi les réseaux chez les agriculteurs? Parce qu'en région rurale, on le sait, la connexion Internet haute vitesse, c'est souvent un problème. Et pour que ça soit tracé du champ au consommateur, il faut qu'il y ait du réseau partout, il faut qu'il y ait de la couverture. Est-ce qu'avec la 5G et compagnie, c'est ça qu'on vise aussi par extension? Bien, absolument, absolument. Puis ça fait partie des engagements de TELUS de développer les régions plus éloignées, les régions plus rurales, de connecter tout le monde. Et puis, le projet de TELUS Agriculture, il est fantastique parce qu'il va nous aider à accélérer ça. Parce que, bien entendu, s'il n'y a pas de connectivité, bien, on ne peut pas utiliser de plateforme logicielle pour nos opérations. Donc, c'est vraiment un va en collaboration avec l'autre. Absolument. Il y a beaucoup d'applications qu'on voit au niveau agricole qui parlent de productivité, d'améliorer la productivité pour que les petits agriculteurs aient une capacité de production et un coût d'opération comparable à des très grandes entreprises pour éviter, évidemment, la création d'immenses joueurs à des endroits où c'est peut-être pas nécessaire. Est-ce qu'il y a un petit peu ça aussi dans ce que vous faites? Absolument. Je pense que il y a tout le volet social, il y a tout le volet environnemental, mais bien sûr, il y a le volet économique aussi. Donc,
par exemple, pour des plus petits producteurs qui, on ne va pas se le cacher, là, ont plusieurs chapeaux puis ils font beaucoup de choses dans une journée. Puis des fois, ils aimeraient peut-être un petit peu plus se concentrer sur dans quoi ils sont le meilleur, c'est-à-dire par exemple, faire pousser des carottes. Ils voudraient mettre leurs énergies là-dedans plutôt que de gérer un paquet de trucs externes. Donc, l'utilisation de technologies, l'utilisation de plateformes qui va non seulement gérer l'information, mais aider aussi à analyser et fournir des réponses pour améliorer les pratiques d'affaires, va leur permettre de sauver énormément de temps, d'une part, et probablement d'améliorer leur rendement. Donc, c'est un double effet qui va leur permettre de vraiment être beaucoup plus performants et efficaces, effectivement. Concrètement, comment vous arrivez chez un agriculteur? Est-ce que moi, j'ai besoin, par exemple, de connecter mon système qui fait la traite des vaches ou comment ça fonctionne? C'est quoi le premier point de contact? Le premier point de contact, évidemment, là, présentement, dans l'industrie, au niveau des logiciels de ferme, lorsqu'on est dans de la culture, par exemple, de végétale, au Québec, il y a peu de gens qui utilisent déjà ces plateformes-là. Donc, à la base, quand on arrive, on commence à un petit peu leur parler de ce qu'on fait, puis oups, on voit les yeux qui s'ouvrent grands parce que là, il y a vraiment une opportunité pour eux, justement, comme tu parlais, de sauver du temps, d'être plus efficace. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on a une discussion et on veut un petit peu ramener ça à l'essentiel parce que c'est facile au moment où on se parle, même à travers de nous, toutes nos acquisitions qu'on a faites, toutes les plateformes qu'on a, on peut s'en aller dans plusieurs directions. Donc, on commence souvent à la base, puis on parle simplement d'agronomie, de systèmes pour faciliter la gestion de ce qu'ils font, de leur production, puis on commence avec ça. Puis là, en découle une suite d'idées qui vont s'amalgamer, puis souvent, on fait un projet en phase. Donc, on commence avec potentiellement un module, puis on va ajouter des briques à la fondation en cours de route. On parle d'applications très logicielles, là, pas nécessairement de l'automatisation de l'arrosage ou de pesticides ou de choses comme ça. Oui, mais en fait, dans TELUS Agriculture, au moment où on se parle, c'est principalement logiciel. On a une offre qui est matérielle. Donc, parce que les deux vont ensemble, bien évidemment, parce que il faut gérer l'information, mais cette information-là peut être recueillie de plusieurs façons. De façon manuelle, évidemment, donc quelqu'un qui va entrer de l'information dans une base de données, mais aussi, on peut évidemment capter un paquet d'informations. Puis les fermes, maintenant, sont de plus en plus axées sur la technologie. Donc, il y aura une façon de capter cette information-là, que ce soit avec des outils de TELUS Agriculture ou d'autres outils de d'autres entreprises. Notre rôle, c'est d'aider à collecter toute cette information-là, de l'organiser et puis de croiser les données. Donc, pas nécessairement juste avec nos plateformes, mais avec aussi les appareils que les fermes vont déjà utiliser. Je suis curieux, Hugues Lapointe, vous êtes en tête de TELUS Agriculture. Est-ce que votre background, c'est plus la technologie ou l'agriculture? Je suis très curieux qu'est-ce qui vous a amené, quelle convergence du destin vous a amené là? C'est une excellente question, puis je vais être obligé de répondre ni un ni l'autre. C'est ni la technologie, ni l'agriculture proprement dite. Moi, j'ai une expérience en alimentation au détail. Donc, j'ai passé 17 ans, moi, en vente pour des compagnies comme Heinz, Parmalat, Keurig, etc. Et donc, j'ai vu ce côté-là de chaîne de logistique qui était un peu brisé, qui avait nécessairement... souvent, en tant que manufacturier, je travaillais pour des grands manufacturiers, puis l'exemple que je peux donner, c'est les grands détaillants qui étaient mes clients, me demandaient des questions sur la provenance des produits. Puis on peut reculer peut-être 5-10 ans en arrière. Puis c'était difficile de répondre. Puis la communication de ces éléments-là était sur un courriel ou sur un fichier Excel. Donc, on n'est plus à cette ère-là. Donc, et ce qui fait que j'ai vraiment embarqué dans le projet de TELUS Agriculture, c'est que justement, on voulait non seulement être en agriculture, mais on voulait relier avec les grands manufacturiers et les grands détaillants. Donc, de là, un petit peu l'expertise puis mon background qui fait que je suis avec TELUS Agriculture aujourd'hui. Mais je peux vous dire que j'apprends beaucoup en agriculture en côtoyant des experts agronomes, etc., parce qu'évidemment, on a une équipe d'experts là, qui nous entoure. Donc, puis c'est un domaine qui est tellement fantastique. Donc, sauter là-dedans à pieds joints. C'est ça, vous avez un œil extérieur, mais vous voyez les liens. Donc, c'est un avantage dans cette situation-là de connecter des bouts qui ne l'étaient pas avant. Vous avez ce désir-là de connecter les choses.
Oui, absolument. Je sais exactement ce que les entreprises recherchent et auraient avantage à avoir pour faciliter leurs opérations, tout à fait. C'est cool. Il y a eu, ben là, tu l'as dit en entrée de jeu, il y avait TELUS Santé, il y a TELUS Agriculture, il y a eu TELUS International aussi qui a été SMé, pour utiliser le bon terme en français récemment. Euh, est-ce que c'est une stratégie chez TELUS? Est-ce que éventuellement TELUS Agriculture pourrait devenir une entreprise autonome? Est-ce qu'il y a déjà une stratégie d'établie là-bas ou c'est plus une façon de diversifier les actifs? Je ne suis pas dans le secret des dieux sur quelle route va prendre TELUS Agriculture. C'est certain que présentement, on est en train on va dire, de se placer puis d'intégrer surtout. Parce que comme on a fait plusieurs acquisitions, c'est quand même un bon défi d'intégrer et puis de relier toutes ces plateformes-là ensemble. Parce que c'est ça le but ultime, c'est de rendre ça. Après ça, comment tout ça va se traduire, puis où ça va s'en aller, là, je suis moins aujourd'hui dans le secret des dieux. Ouais. En tout cas, c'est un beau succès, TELUS International. Puis TELUS Santé là, depuis longtemps, donc on peut juste présumer que ce que vous faites dans l'agriculture va aussi être à longue haleine, donc pourrait avoir une portée intéressante. On a souvent l'impression au Québec que TELUS est une compagnie de l'Ouest, donc qui est moins présente au Québec. Vous avez une bonne base d'installation dans le Bas-Saint-Laurent. C'est de là que est-ce que c'est de là que vous gérez tout ce qui se fait dans l'agriculture? Non, c'est-à-dire qu'on va travailler en collaboration avec nos gens au Québec. On n'a pas le même nombre de gens dans notre équipe que TELUS avec les télécommunications, mais de par nos équipes qui sont énormes, on est capable justement d'aller chez les clients et maintenant d'avoir ces discussions-là, que TELUS Agriculture existe. Ça nous permet, nous, après ça, de rentrer en contact avec les clients et devenir des spécialistes qui vont parler que d'agriculture ou d'agronomie ou avec nos manufacturiers de transformation alimentaire, etc. Donc, c'est un petit peu comme ça qu'on travaille en collaboration. Mais TELUS Agriculture, proprement dit, là, je dirais que le bureau chef, si on veut, va être dans l'Ouest, mais on a vraiment voulu être très présent au Québec et développer le Québec. Puis moi, je suis un ardent défenseur de ça parce que je sais à quel point le Québec en tant que tel est un écosystème en soi. Donc, on essaie beaucoup là, de développer ça, de mettre ça de l'avant. Oui, ça va être intéressant de suivre ce qui s'en vient. Est-ce qu'il y a des grandes annonces qui s'en viennent prochainement? Est-ce qu'il y a des grands projets qui vont être mis en branle à court terme? Bien, je pense qu'il faut continuer à surveiller ce qu'on va faire au niveau du développement. Donc, ce que je mentionnais tantôt, c'est de relier nos plateformes ensemble. Donc, ça, c'est vraiment au cœur de ce qu'on va faire. Est-ce qu'il va y avoir d'autres acquisitions dans le futur? Encore là, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais il y a fort à parier qu'on sera actif à ce niveau-là parce qu'on veut vraiment on est déjà le leader mondial, même si ça fait 1 an qu'on existe par la force de toutes ces acquisitions-là et on va vouloir le demeurer. Donc, on va vouloir toujours être à l'affût de ce qui se fait de mieux dans le monde. Quand même, c'est drôle, c'est pas rien. Ben, on va suivre ça avec intérêt. Merci. Hugues Lapointe, responsable de projet senior pour TELUS Agriculture. C'était super intéressant. Bonne chance pour la suite. Et puis au plaisir d'avoir des nouvelles de vos acquisitions majeures dans le futur. Merci beaucoup. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Des choses, des fois, qu'on ne soupçonne pas. Le plus gros fournisseur de solutions d'agriculture, TELUS Agriculture. On n'aurait pas pensé ça. Et tu vois, pouf. Et puis, c'est toujours un peu abstrait. Mondial. Pardon? Le rayonnement mondial qui pourrait arriver, c'est toujours un peu abstrait, la technologie en agriculture, parce quand on n'est pas agriculteur, mais il y a vraiment des outils qui existent et qui sont utilisés. Parce qu'on a souvent, en tout cas, moi, je ne suis pas connecté dans le secteur agricole, mais quand je parle aux agriculteurs, c'est généralement pour des dossiers liés à ce sujet-là. Écoute, il y a des choses qui se font, c'est fascinant. Évidemment, c'est important d'avoir accès au réseau. Quand on automatise, ça passe par Internet. Et tu as bien fait de le souligner. Le premier point, c'est d'avoir accès au réseau, parce que tout le reste en découle ensuite. On va passer à l'essai de produit, mon cher ami. Je vais commencer par dire à nos auditeurs et aux gens qui nous regardent de ne pas oublier en fait qu'une tasse de tech peut être visionnée en direct sur notre page Facebook, /une tasse de tech. Vous pouvez aussi aller consulter toutes nos émissions sous forme vidéo sur notre chaîne YouTube. Même chose, youtube.com/une tasse de tech. Et bien sûr, la balado en version audio disponible sur les plateformes Apple, Google, Spotify, Pocket Cast, Pocket Republic, Pocket Nation, en tout cas, tout ce qui ressemble vaguement à un podcast ou à une plateforme. On en a, au-dessus d'une vingtaine, on est partout. Si vous vous demandez, c'est peut-être pas le genre d'affaires qui vous intéresse, mais je vous le dis quand même, on a beaucoup de gens qui nous écoutent. C'est étonnant, j'ai encore une croissance depuis 1 an. On a fait fois 1000, je pense, fois 1000%, pas 1000, mais fois 1000% de croissance. C'est quand même pas c'est fois 10 finalement.
le nombre d'auditeurs qu'on a. Donc, on continue à croire qu'il y a une demande pour du contenu techno de qualité québécois ou de qualité québécoise. C'est vraiment, vous conjuguez le québécois à ce que vous voulez dans la phrase que je viens de faire. C'est comme écoulement nasal, écoulement nasaux. Oui, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Pour Et justifier sur ces bons nos mots, on mauvais va parler accords. d'un truc qui n'a pas fait ton affaire cette semaine, une nouvelle barre Ben, de son qui capricieuse un peu, non? je voulais que ça fasse mon affaire parce que j'aime écouter ma télé avec du bon son et j'ai reçu la Beam 2 de Sonos, la barre de son deuxième génération qui propose maintenant le Dolby Atmos, rien de moins, qui normalement permet d'avoir une ambiance immersive sonore avec du son qui, dans une salle bien configurée, le son te passe au-dessus de la tête. Là. Tu peux vraiment entendre des objets, des balles qui passent au-dessus de ta tête, ainsi de suite. Et donc, tu as ça dans une barre compacte. Évidemment, on utilise une technologie avec des micros qui détectent l'ambiance de la pièce, donc tout ce qui peut affecter la qualité sonore. Donc, un feedback, c'est électronique et on obtient un son qui serait Atmos dans des circonstances extraordinaires. Sauf que j'ai essayé de l'installer hier, je me suis dit, je vais écouter Squid Games, je vais me gâter, parce que c'est vraiment une très bonne Oh oui, série. tu vas entendre les coups la violence en mode ambiophonique. Oui, c'est tellement de la bonne violence. Alors, je montre pour ceux qui nous regardent ici la barre. C'est une barre d'à peu près 24 pouces de long. Donc, c'est parfait pour un téléviseur. Ce n'est pas le modèle le plus haut de gamme de Sonos. Il y en a un plus costaud que ça, plus performant. Plus cher. Celui-là est autour de 560 $. Donc, il se combine évidemment à son système Sonos. Donc, on peut écouter non seulement sa radio, sa musique, toutes les sources sonores Sonos, les combiner avec ses autres éléments dans la pièce. Donc, c'est fantastique parce que si on a des haut-parleurs Sonos dans la cuisine, on peut les combiner et continuer d'écouter la télé. On n'a pas besoin on ne rate pas de dialogue si on se déplace dans une autre pièce. Sauf que j'essaie de le brancher avec les connecteurs offerts et rien à faire. Je n'ai pas réussi à connecter le son à la barre. Est-ce que ça prend il y a une technologie HDMI plus avancée que juste du HDMI là, qui permet la bidirectionnalité. Là, je pense que c'est du ARC, ça se peut-tu? C'est ça, ARC. Et mon téléviseur n'est pas compatible. Alors, alternative possible, on peut prendre un connecteur infrarouge et on a un adaptateur infrarouge à HDMI, branche dans mon téléviseur, rien à faire. Et là, je me suis rendu compte que comme la barre Sonos Beam n'est qu'un haut-parleur, c'est pas un adaptateur de téléintelligence, c'est pas un Roku, c'est pas un Chromecast. Il n'y a pas d'entrée, ça ne traite pas l'image vidéo, ça ne génère pas, ça ne permet pas de s'abonner à des services en ligne de vidéo. Donc, c'est simplement un haut-parleur. Et là, j'ai plusieurs petits appareils. J'ai Chromecast, j'ai un Roku, j'ai celui d'Amazon, la Fire TV Cube. Fire TV Cube. Rien à faire, je n'ai pas réussi à sortir le son dans le Beam. Encore une fois, j'ai passé 1h30. Je pense que la plupart des gens auraient retourné l'objet en colère dans leur truc. Quelqu'un, en tout cas, oui, c'est sûr. J'ai essayé avec 3 appareils différents de me connecter. Évidemment, à chaque fois, ce qui a rallongé tout ça, c'est qu'évidemment, je sors un Chromecast, il me demande de faire la mise à jour. Je sors le Cube, TV Cube, il demande des mises à jour. Donc, tout ça était assez long. La barre elle-même demande des mises à jour du logiciel. Donc, le temps de configurer tout ça, après 2 heures, j'ai tout débranché et j'ai utilisé la petite soundbar de Roku qui fait très, très bien l'affaire pour 200 quelques $. Mais ce n'est pas la même expérience que celle de Sonos. Je vais persister, mais je dis à ceux qui ont des téléviseurs qui ne sont pas compatibles avec les fonctions ARC, peut-être valider que ça fonctionne bien ou que leur télé intelligente a ce connecteur-là pour que le son puisse sortir. Si vous avez à l'arrière de votre téléviseur le petit connecteur HDMI ARC, vous branchez dedans, ça devrait fonctionner impeccablement. Sinon, ça va être un petit casse-tête pour la logistique. C'est vrai que c'est embêtant dans ce marché-là, parce que les barres de son à 300 et les barres de son, entre 300 et 1000 tu as un paquet de barres de son, puis un salon, c'est rarement optimal en termes de configuration, de gestion du son. Donc, la qualité sonore revient généralement à peu près au même. Donc, c'est dur de dire
Et souvent, ne pas se casser la tête, c'est haut dans les priorités de j'achète ça parce que ça se branche et tu ne te poses pas de questions. Exactement. C'est Et là, évidemment, effectivement. j'avais une configuration un peu spéciale. J'ai un vieux téléviseur, j'écoute très peu la télé, étonnamment. Beaucoup de gens me disent « Ah, tu vas avoir un gros téléviseur. » Non, non, j'ai un téléviseur qui date d'entrée de gamme, qui date de plusieurs années. D'ailleurs, si quelqu'un m'écoute, qui est les représentants de téléviseurs, les entreprises, je suis prêt à tester. Je suis prêt à tester un modèle un peu plus gros avec un 4K. Je trouverais ça bien chouette. Et il y a deux choses qui m'embêtent un peu avec le Beam. Autant j'aime le système Sonos, le fait qu'on propose d'avoir du Atmos sans avoir de projecteur de son projeté vers le haut, c'est peut-être un peu au-delà des limites de la physique, là. Il y a quelque chose qui fait que c'est peut-être pas un rendu Atmos aussi intéressant qu'on voudrait. Et surtout, on revient à l'importance d'avoir une source Atmos compatible. Mon Toujours ça, ben téléviseur a oui. le Dolby, mais n'a pas le Dolby Atmos. Donc, je peux avoir le meilleur haut-parleur Atmos ou qui est compatible Atmos. Si la source n'est pas compatible, je n'aurai jamais. C'est impossible d'avoir le Ouais. vrai Atmos si la source n'est pas Atmos. Ouais, parce qu'il y a des canaux qui envoient certains sons vers les parois pour que le son rebondisse puis revienne en arrière, ce qui crée l'espèce d'ambiophonie virtuelle. Ça prend les. Tu as raison, ça prend toute la chaîne, ce qui fait qu'on achète un haut-parleur, il faut acheter la télé, puis après ça, il faut acheter un paquet d'affaires. Donc, Et il faut bon, avoir le film ou la série télé qui est encodé en Atmos aussi. c'est vrai. Donc, si on n'a pas, le service ne nous offre pas, si on Est-ce que écoute une Netflix, émission qui n'est pas est-ce que Atmos. Disney+, est-ce qu'ils ont du contenu Atmos ou si Écoute, c'est une très, très bonne question. J'assume que les films Marvel doivent avoir du Atmos, mais il faut que ce soit diffusé. Il faut qu'on l'ait dans la version. Et si on écoute, entre autres, je me demande toujours si on écoute si on écoute dans la langue originale, on a peut-être plus de chance. en Mais si traduction, on c'est pas écoute en clair. version doublée, est-ce que Mhm. le doublé est en Atmos? J'ai de forts doutes. La C'est un bon voix du point. personnage qui tourne Ouais. autour de nous, je ne suis pas certain que ça va être le même effet. Mais Atmos, c'est pas un des nombreux vilains de l'univers Marvel, d'ailleurs. Je vais avoir du son dans votre dos, non? Je veux le savoir. Merci, Oh, le vilain Pascal. Atmos. Mais j'espère pouvoir la faire fonctionner. Et il ne faut pas oublier que même si notre téléviseur n'est pas encore compatible, on peut toujours s'en servir comme très bon haut-parleur pour sonoriser un salon, une pièce, sans avoir besoin de plusieurs Ouais. haut-parleurs dans la Ben, pour pièce. la Et c'est musique, les comme c'est Sonos sont compatible. reconnus, on va dire ça. Ouais. C'est ça. Comme c'est compatible avec tous les autres, on peut se mettre des haut-parleurs arrière, on peut s'amuser avec la famille Sonos. Donc, j'espère vous donner plus de détails là, dans les prochaines semaines, avoir bidouillé un peu pour trouver qu'est-ce que j'ai fait de pas correct. J'assume que c'est moi. C'est le premier défaut de la technologie, c'est qu'on a toujours l'impression que c'est nous le problème, alors que c'est généralement la technologie. Ouais. C'est peut-être aussi bête que ma sortie laser, ma sortie optique de mon téléviseur n'est peut-être pas activée ou je n'ai pas réussi à l'activer correctement. Et pourtant, Dieu sait que j'ai bidouillé dans les réglages. Je sais comment faire ça. C'est le genre de choses que tu dis, je sais quoi faire, tu élimines les possibilités, Ben tu changes oui, d'appareil, tu recommences les étapes. Et là, on change de fil, j'ai tout fait. c'est un paquet de Et non, troubles, souvent, effectivement, de troubleshooter tout ça. Mais passer bon. 2 heures de plaisir. Les gens pensent que le chroniqueur techno, c'est le paradis à chaque fois. Des fois, il y a des moments où on se sent bien seul. Oui, moi j'ai passé 2 heures de gros vélo il y a quelques jours à tester mon propre gadget de la semaine que je vous ai montré tantôt et que j'ai au poignet. Je vais vous le remontrer parce que je trouve que le move est cool. C'est celui-là dont je vais parler et je vais vous les approcher un peu. J'espère que vous pouvez, si vous le voulez. Tiens, je viens de vous montrer la météo. Ce sont Alors, pour ceux qui nous mes écoutent, somptueux enfants. Alain a au poignet 2 Apple Watch, une petite et une Observer, grande. ben, j'ai remarqué que les gens faisaient ça aussi, les médias américains. Je ne sais pas si vous voyez la différence dans l'affichage, ce qui est la grosse nouveauté de l'Apple Watch Series 7 ici, c'est qu'on peut voir cette utilisation de l'affichage plus large, en plus que le boîtier est 1 mm plus grand, donc 41 mm ou 45 mm selon le modèle. On utilise plus de l'espace disponible sous le verre, ce qui fait qu'on a un gain d'un peu plus de 20 d'espace affichable. Euh, Sur un écran de cette taille-là, c'est pas une grosse affaire, on va être bien honnête. Mais ça permet à Apple d'aller faire quelque chose qu'Apple veut faire depuis longtemps, se présenter comme un vendeur de montres de luxe. L'Apple Watch Series 7 coûte quand même 530 $. Donc, ce n'est pas exactement une montre grand public. Et donc, quand on arrive avec cette espèce de vitre bombée qui rappelle certaines marques de montres de luxe et les nouveaux cadrans, j'ai toujours leur nom, mais des cadrans mondiaux, là, des cadrans style planétaire, des choses comme ça, qui rappellent les marques comme Patek Philippe, Vacheron Constantin, dont on entend rarement parler si on n'a pas 10 000 $ à mettre sur une montre. Ben, ça fait quelque chose de plus conséquent pour les produits, surtout qu'Apple, les propriétaires d'une Apple Watch, je pense, la gardent très, très longtemps.
Donc, renouveler la base de clientèle déjà existante, c'est un peu compliqué. Donc, je pense que c'est un peu la stratégie derrière la mise en marché de cette nouvelle version de la montre, qui a aussi des nouveautés peut-être un peu plus logicielles parce que c'est au niveau des algorithmes, mais il y a un gros mode vélo entièrement revisité. On vous invite à ne pas vous lancer en bas de la balustrade comme le monsieur ici le fait dans la démonstration d'Apple, mais ça permet de dire quand même qu'il y a un mode vélo propre à la montre qui est une nouveauté de cet automne qui, évidemment, va détecter quand on commence à pédaler, va dire « Ah, tiens, ça prend 3 minutes. Vous faites du vélo, est-ce que vous voulez que j'enregistre votre exercice? » Là, vous pouvez dire oui, vous pouvez dire non. Va détecter si vous faites du vélo traditionnel, donc une bonne vieille bécane, ou vous avez un vélo électrique. Et là, va dire « Oups, ce que je comprends, c'est que tu as une assistance électrique, donc on va ajuster le calcul de dépenses énergétiques en conséquence. Il ne faut pas que tu triches, mon Moses, parce qu'on veut bien que les données de santé soient précises et exactes le plus possible. » Ça, c'est ingénieux. C'est pas apparent parce que c'est pas écrit « je fais du vélo électrique » puis on choisit, c'est vraiment « je fais du vélo » et la montre détermine. Donc, c'est dur. C'est pas super transparent, cette partie-là, je vais vous le dire tout de suite. Et là, l'intérêt de la démo où le type à vélo se tire en bas de la route, c'est qu'il y a un mode de détection de chute adapté au vélo. C'est pas les mêmes mouvements quand on chute à vélo, quand on chute, par exemple, d'un escabeau ou même de nos propres pieds, là. Donc, c'est un mode assez utile parce que des chutes à vélo, ça arrive pas mal trop souvent pour le goût de tout le monde. C'est rare que si on se fait juste une graphing. Souvent, ça peut être très grave. Donc, la montre détecte, demande si ça va. Et si ça ne va pas, peut contacter automatiquement les urgences. C'est des cas très nichés où, évidemment, on va le savoir dans les prochains mois. Les médias vont rapporter des cas où la montre a sauvé la vie de gens. On le sait, ça se fait toujours très bien, ça, comme communication ensuite. Mais il y a ce mode-là qui est assez unique aux produits Apple quand on compare avec des montres Garmin, des montres Suunto, des montres de marque plus associées au sport et au vélo. Donc, c'est un beau différenciateur. Bon, je le disais tantôt, il y a un plus grand écran. L'interface logicielle, le fameux UI, a été revu aussi pour grossir les icônes, les touches de commande, ces choses-là, pour être plus facilement gérable tactile avec les gros doigts ou les plus petits doigts. Mais je veux dire, c'est juste que les touches, par exemple, les codes, les claviers, tout ça sont plus facilement actionnables là, sans avoir à, premièrement, plisser des yeux, deuxièmement, rater son coup parce qu'on tape à côté. Il y a un clavier à glissière, là, comme sur les téléphones, où on peut glisser son doigt pour créer des mots sans avoir à relever entre chaque lettre. Et ce n'est pas en français, c'est en anglais seulement. Donc, ça, c'est limité, malheureusement. On peut lui parler à la montre, non? On peut parler à l'Apple Watch. Oui, ben c'est ça, c'est ce que j'hésitais à dire, mais Siri fait une bonne job de si on veut juste répondre. Elle comprend la plupart du temps bien ce qu'on lui dit. Ou on peut aussi griffonner, mais sérieusement, c'est un paquet de troubles. C'est une lettre à la fois, puis c'est vraiment pas super efficace. Mais la commande vocale fait du super beau boulot, il n'y a pas de doute. Il y a une nouvelle, je ne sais pas comment dire ça, mais un nouveau protocole de recharge rapide dans la montre qui permet de récupérer jusqu'à 80 de la charge en 25 minutes, 45 minutes, en quelques minutes, disons-le comme ça, qui est correct. Mais comme l'autonomie est de 18 heures par charge complète, c'est un peu juste, c'est un peu décevant. Et c'est pas assez pour tout ce que la montre prétend faire, parce qu'en plus de calculer l'activité physique, elle dit aussi je peux suivre votre sommeil. Elle ne peut pas faire les deux sur une charge, parce que si on fait 1 heure d'activité physique, on vient de vider la batterie quand même de beaucoup. Et 18 heures, on s'entend, c'est optimal si on ne fait pas grand-chose avec. Là. Sinon, c'est beaucoup moins que ça. C'est une journée, je veux dire, une douzaine d'heures. Et là-dessus, il faut dormir. Donc, faites calculer ce que vous voulez. Mais il faut au moins donc la charger 1 à 2 fois par jour, ce qui est au moins une fois de trop, qui est un gros défaut de cette montre-là. Moi, je te dirais que c'est 2 fois de trop si on compare aux montres concurrentes qui tiennent au moins 2-3 jours, sinon c'est ce que 5 j'allais dire, jours. exact. Il y a ça. Il y a quelque chose de fun avec l'Apple Watch, et ce que j'arrête pas de dire, c'est qu'il y a une capacité, il y a possibilité de la brancher à un réseau cellulaire LTE de façon autonome à un iPhone, et ça fait aussi une montre qu'on peut remettre à un enfant au lieu de lui remettre un téléphone au complet. C'est cool parce que ça donne toutes les fonctions d'un téléphone sans le gros écran que les gens regardent sans arrêt pendant 18 heures par jour. Donc, il y a quelque chose là il y a une connexion sans l'écran qui peut être intéressante pour les gens qui se demandent comment garder le contact avec mon enfant, mon adolescent, sans avoir à y aller pour un téléphone complet. Puis à ce moment-là, dans ce contexte-là, c'est pas très cher, c'est comme 15 par mois. Dans tout autre contexte, ça coûte une fortune d'avoir le LTE sur une montre Apple Watch parce que ça s'ajoute au forfait, puis c'est vraiment cher, 15 par mois pour une montre. Puis je pense que c'est Bell, pas mal juste Bell qui offre ça. Rogers ne le fait pas. TELUS va le faire, je ne suis pas certain, mais c'est très limité comme possibilité. Donc, c'est une fonction amusante, mais vraiment dans des cas très spécifiques. Et le chargement, on en parlait tantôt parce que la batterie n'est pas super. Ça prend un chargeur rond d'Apple. Il n'y a pas de compatibilité avec la norme Qi, qui est la norme reconnue par tout l'univers entier, sauf Apple en ce moment, sauf peut-être sur son téléphone, mais ce n'est pas la même chose.
Bref, c'est comme compliqué à ce niveau-là. Moi, ce que j'ai l'impression, c'est que ça, c'est une montre, la Series 7 est une montre de transition. C'est le prolongement du design actuel, mais la Series 8, la montre de l'année prochaine, qu'on peut présumer qui va être présentée l'automne prochain, c'est un peu ça le rythme de renouvellement chez Apple, va être pas mal plus intéressante. Va avoir de la 5G, pourrait avoir un nouveau boîtier cadran en rond, pourquoi pas. Quoique un nouveau design comme celui-là pourrait durer 1 an de plus. Là. En tout cas, là, on spécule bien gros, mais cela dit, les fonctions santé aussi pourraient être améliorées. On parle de température du corps, on parle de pression sanguine, des choses comme ça qui sont assez évoluées. Donc, on en fait un accessoire de santé de plus en plus précis. Donc, c'est pas fini cette histoire-là. La Series 7 coûte 529 $, je l'ai dit tantôt, c'est pas super abordable. Il faut vraiment vouloir une Série 7 pour l'avoir. La Série 6 continue d'être vendue. Elle est tout à fait correcte. L'écran est moins spectaculaire, mais je veux dire, elle fait tout le reste. Coûte un peu moins cher. Et Apple garde aussi la Série 3 sur son catalogue, qui est la première montre qu'Apple a mise en marché qui était connectée LTE et qui, à l'époque, je m'en rappelle, quand j'avais fait l'essai, j'avais dit, c'est l'Apple Watch que Steve Jobs voulait avoir parce qu'elle réunissait pour la première fois à peu près tout ce que Jobs devait, on spécule évidemment, mais devait espérer pouvoir voir dans sa montre et c'était la première. Ce qui donne une idée de l'espèce de durabilité du produit parce que la Series 3 a quand même 4 ans déjà et devrait normalement durer encore 2-3 ans avant d'être vraiment essoufflée. Donc, vous pouvez imaginer qu'une montre comme celle-là s'achète et se garde facilement 6-7 ans là, sans problème. C'est à peu près l'horizon du cycle du produit. Donc, ça vous donne une idée du coût et du rendement ou de l'amortissement que vous pouvez en retirer. Et ça vous aidera à déterminer si vous en faut une. Probablement qu'il ne vous en faut pas une, ce n'est pas un besoin essentiel, mais c'est un gadget. Moi, je trouve que c'est un gadget super le fun et j'ai de la misère. C'est sûr que je peux vivre sans, là, mais j'apprécie beaucoup d'avoir le téléphone et la montre, peu importe la marque maintenant. Ça permet d'avoir cette espèce d'interaction sans toujours avoir un téléphone dans la main, parce qu'on le voit souvent dans les transports en commun ou n'importe où, les gens sont dans les pratiques de sport des enfants, les parents dans les gradins. Ils regardent toujours leur téléphone. Ça paraît pas, mais je faisais ça comme ça. Ben, quand tu as une montre, tu peux laisser ton téléphone dans la poche, puis regarder ce qui se passe, puis c'est plus chill, comme on dit, chez les ados. Je le vois quand même. C'est quand même pour moi une source de distraction. Et puis, je désactive par défaut les notifications de ma montre intelligente. Et là, à partir de là, tu te dis, mais pourquoi j'ai une montre intelligente quand je veux voir quelque chose? Voilà. Je vais directement à mon téléphone. Bref, c'est pas pour tout le monde. D'ailleurs, en ce moment, j'utilise une bonne vieille montre vintage mécanique des années Je veux dire, 80. mon autre montre est en bambou, donc j'ai vraiment les deux extrêmes et j'alterne, mais évidemment, j'utilise beaucoup ma montre sans mon téléphone. C'est surtout ça aussi parce que ça me permet de sortir, faire du sport, faire de l'exercice, aller dans le bois d'une façon détachée. Ça, j'apprécie. C'est bien le tour de la question. Ça, il n'y a pas de doute. Apple Watch Série 7. Beau cadeau de Noël. Ben oui, cadeau de Noël. Si c'est inclus, bundlé à un prix intéressant qu'un iPhone 13, c'est une belle combinaison, mais c'est sûr que ça demande un certain budget parce qu'on s'entend que ce n'est pas exactement des produits d'entrée de gamme repartant. Mais bon, à vous de voir. Je me permets de mentionner qu'on a beaucoup d'espoir pour l'an prochain côté Apple, parce qu'on s'entend que l'iPhone 13 n'est pas révolutionnaire. C'est un 12S, oui, on avait déjà dit ça. Oui. On dit que l'an prochain, ça pourrait être beaucoup de nouvelles fonctionnalités, connexion satellite, changement de forme et tout. L'Apple Watch, j'ai l'impression, est aussi dû pour... On s'attendait à ce que l'Apple Watch cette année soit un peu différente, plus carrée, les côtés... Moi, j'avoue que j'ai un peu de difficulté avec les côtés arrondis. Je trouve que ça fait j'aimerais un cadran très rond. Carré ou rond, mais pas carré, je pense. Bien rond, plus comme les plus droit. Point de vue design, la Moto 360 de Motorola a toujours été comme l'espèce de montre la plus respectueuse du concept d'une montre, mais malheureusement, ça n'a pas été un produit qui a connu un gros succès. Celles de Huawei sont pas mal du tout, là, les mais leurs fonctions sont plutôt ordinaires. Mais avec une autonomie de presque 3 semaines pour certains modèles. C'est comme wow! Ben écoute, je terminerai là-dessus. Peut-être qu'on va pouvoir en reparler la semaine prochaine parce que nous serons nous-mêmes à Vienne la semaine prochaine, en Autriche. On va essayer de faire une tasse de tech en direct d'Europe, moyennant les tests et les douanes et tout le reste. Là, on s'assure que tout est positif pour ça et que nous pourrons vous présenter. En fait, nous sommes là-bas, invités par Huawei. Moi, j'ai hâte de voir ce que Huawei a à dire sur le marché canadien. Il y a beaucoup à parler dans la 5G, dans l'infrastructure, dans les produits consommateurs. Et il va peut-être avoir de nouveautés intéressantes, dont une montre. Disponible dans le monde entier, on espère ça, parce que si les produits sont annoncés, mais pas au Canada, ce serait triste. Mais si on a des lancements globaux, je sais que Huawei fait de l'expansion dans les moniteurs maintenant. Donc, sans doute un portable, quelque chose comme ça, effectivement. Tout à fait imaginable. Absolument. Mais ça, ce sera, les amis, la semaine prochaine, car c'est tout pour cette semaine pour une tasse de tech.
Encore une fois, Pascal Forget, mon cher ami, merci d'avoir été avec nous à cette balado super intéressante. Merci Alain, merci à nos partenaires GoDaddy, TELUS, Jura et Santec, sans qui le podcast ne serait pas possible. Exactement, nous aide à faire cette balado. Sinon, on vous souhaite à tous une bonne fin de journée, une bonne fin de semaine et une bonne semaine prochaine. Revenez nous voir dans nos archives, YouTube, Facebook, les plateformes balado. Allez faire un tour sur les sites de C23, le groupe Cogeco. Il y a toujours des choses intéressantes. Sinon, on se dit bonne journée. Pascal, on se reparle, on se voit bientôt. On se voit à l'aéroport dans quelques jours. On se voit à l'aéroport dans quelques jours. À bientôt. Sinon, le reste, on se voit la semaine prochaine. Bye bye tout le monde.